Salut, alors aujourd'hui ce que je me propose, c'est de partager avec toi ma configuration express pour partir en reportage improvisé. C'est-à-dire que si, comme ça en gros on m'appelle et puis pour faire quelques photos, ou un petit reportage, et puis bien sûr, donc du coup c'est quelque chose que j'ai pas pu préparer, à l'arrache comme ça, quel matériel j'emporte avec moi, quelle configuration je mets en œuvre. Alors déjà, je pars avec mon petit sac là, tu vois. Tu le vois souvent dans mes vidéos, mais parce que je le trouve hyper pratique. Et alors justement, dans un reportage, ce qui fait qu'il serait très approprié, c'est parce que dans un reportage express, tu prends le minimum, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Là, le but, c'est la réactivité, hein. D'ailleurs, c'est le but de cette vidéo. C'est si on t'appelle pour un reportage express, le but du jeu, c'est d'être très réactif. Donc, configuration minimale, recherche d'efficacité. Recherche d'efficacité, moi je prends le minimum de matériel, je prends le sac le plus léger, vu que j'en emporte le moins possible. Dans mon sac, je prends mon viewfinder, parce que ça va bien m'aider pendant mon reportage. Je prends bien sûr mon boîtier avec ma sangle, que je t'ai également déjà présenté dans une autre vidéo. En général, je vais me mettre comme ça. Pour un reportage express, faut prendre le zoom à tout faire. En l'occurrence, sur un boîtier 24-36, un boîtier doté d'un capteur full frame, c'est-à-dire 24-36 mm, justement, donc un téléobjectif 24-70, c'est vraiment la plage de focale, pareil, à tout faire. Après, si tu as un boîtier avec un capteur APS-C, tu prends un 18-55. Tu as aussi des 18-135. Alors ça, c'est l'idéal, hein. C'est vraiment tip top. Et puis vas-y donc, quoi. Alors, également ce que je prends, au cas où, parce que je ne sais pas toujours ce que je vais trouver, hein, quand je fais un reportage express. Et puis dans tous les cas de figure, ça va aider. C'est un flash Cobra, hein, avec son diffuseur. Alors maintenant, quel réglage implémenter pour justement un reportage express? Alors déjà, moi, dans ces cas-là, je me mettrai en mode P. Le mode P, donc, c'est un mode tout terrain, hein. Et donc, l'intérêt du mode P, lui, il me propose un triangle d'exposition, mais bien sûr, avec les différentes molettes présentes sur le boîtier, je peux corriger le triangle d'exposition que me propose le logiciel du boîtier, hein. Alors, sur les boîtiers experts, en général, tu as 2 molettes, mais même si tu n'as qu'une seule molette, en général, avec une combinaison de touches, en associant une touche et puis la molette, tu vas retoucher le temps de pause, ou alors, avec une autre touche, tu vas corriger l'ouverture, hein. C'est selon les boîtiers. Après, justement, ce qui va venir avant le triangle d'exposition, c'est le mode de mesure. Le mode de mesure, donc, c'est ce qui permet au boîtier d'évaluer la luminance de l'environnement dans lequel tu vas faire des photos. C'est-à-dire que pour être en mesure, évidemment, de te proposer un temps de pause et une ouverture, il faut bien sûr qu'il ait analysé la lumière qui éclaire la scène. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode de mesure de lumière. Alors moi, dans ces cas-là, pour un reportage express, où là, encore une fois, ce qui prime, c'est la réactivité, je me mets en mesure matricielle. C'est-à-dire que le mode de mesure matricielle, je vais y arriver, fait en sorte que le boîtier prenne en considération tout le cadrage, c'est-à-dire toute la zone qui est cadrée par la focale de ton objectif. Il prend tout en compte et il va déterminer un triangle d'exposition qui va te
qui va te permettre d'obtenir une image moyenne. Moyenne dans le sens, il n'y aura pas de zone surexposée et il n'y aura pas de zone sous-exposée. Mais simplement, tu vas obtenir une image globalement correctement exposée. Alors donc je te disais, avec le mode P, eh ben, tu vas pouvoir retoucher le temps de pause et l'ouverture. Mais en général, en mode P, eh ben, tu vas utiliser le mode ISO automatique. Moi, c'est ce que j'utilise dans ce cas de figure-là. Alors, bon, aujourd'hui, sur la plupart des boîtiers, le mode auto, tu peux aussi lui donner une limite gauche et une limite droite. C'est-à-dire que, par exemple, moi, c'est le cas en mode auto. Je lui ai dit, dans les réglages, j'allais dire par défaut du boîtier, je lui dis, voilà, quand je me mets en mode auto, ISO auto, eh bien, pour moi, ISO auto, c'est entre 400 ISO et 1600 ISO. Et donc, tu me choisis une valeur ISO entre ces deux valeurs. Alors, pourquoi 400 ISO? Parce qu'en mettant 400 ISO, automatiquement, enfin, quasiment automatiquement, à moins de faire de la photo dans la pénombre, il va me proposer un temps de pause au moins égal au 160e. Or, le 160e, c'est pour moi le temps de pause minimal qu'il faut adopter pour ne pas avoir de flou de bouger. Donc, en étant en ISO auto, à 400 ISO, eh bien, je sais que j'aurai au minimum du 160e, mais en général bien plus. Et donc, ça va m'éviter le flou de bouger. Et à la limite, si l'ouverture du diaphragme ne me convient pas, là, je vais tourner la molette pour adopter l'ouverture que je pense juste. Mais tu vois, finalement, simplement en étant en mode P, mode ISO pré-réglé, eh bien, à la rigueur, je n'ai plus qu'à utiliser le mode ouverture. Alors, tu vas me dire, oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi pas adopter le mode ouverture? Parce qu'en fait, dans le mode P, en fait, quelque part, tous les modes sont inclus. Suivant la situation, à un moment donné, ce qui va être prioritaire, c'est le temps de pause. À un autre moment, ça va être l'ouverture. Mais finalement, avec le mode P, je suis quelque part, virtuellement, je suis tout à la fois en mode priorité à l'ouverture, tout comme je suis en mode priorité vitesse. Et en fait, pour basculer de l'un à l'autre, il suffit simplement de tourner la molette. Donc c'est pour ça que moi, le mode P, je l'aime bien. Et tu vois, j'allais dire, dans mon boîtier idéal, il y aurait un mode P et un mode manuel. Je me sers quasiment jamais du mode priorité à l'ouverture. Je me sers du mode priorité à l'ouverture que dans le cadre où j'ai des objectifs qui sont pas, des objectifs des anciennes générations, c'est-à-dire de l'époque argentique, où à la limite il n'y a pas d'échange d'informations entre l'objectif et le boîtier. Et en fait, en te mettant en mode priorité à l'ouverture, eh bien, virtuellement, tu rétablis une communication. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé justement dans une vidéo où je te parlais de la photo macro, parce que justement, j'ai un ancien objectif macro. Donc, pour l'instant, je me suis mis en mode P, je me suis mis en ISO auto, je me suis mis en mode de mesure matricielle. Après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Déterminer le type de fichier que je veux obtenir. Mode de reportage express, JPEG fin. Reportage express en général, ce sont pas des photos c'est pas des photos qui sont destinées à être agrandies en grand format. C'est du petit reportage de la vie de tous les jours, quelques petites photos par-ci par-là. Donc en général, le cadre d'exploitation de ces images est aussi en corrélation. Et donc soit que ça va venir illustrer des petites brèves, soit que ça va être des petits tirages photos de petits formats. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le RAW, il faut s'en méfier dans le sens où, bien sûr, c'est des fichiers bien plus volumineux que le JPEG. Or, qui dit reportage express dit aussi en général un flux de travail express, un workflow express. Et donc, les gens vont vouloir leurs photos en express. Donc, c'est pas grand-chose, mais de toute façon, étant donné que le JPEG est un type de fichier bien plus léger que le RAW, tu vas gagner en réactivité au niveau post-traitement, parce que évidemment, quel que soit le logiciel que tu vas utiliser, bien sûr, il sera plus efficace en traitant une collection de photos qui pèsent 10 mégas chacun, plutôt que de traiter des fichiers RAW, alors suivant la résolution du capteur, mais de 100 mégas par exemple.
c'est-à-dire 10 fois plus lourde. Et toi, là où ça va également t'arranger, c'est que ces petites photos là que tu as fait en express, eh bien, ça va prendre moins de place en archivage si c'est justement des fichiers JPEG plutôt que des fichiers RAW. D'autant plus que là, le RAW, encore une fois, va pas vraiment se justifier dans le sens où de toute façon, c'est pas des photos qui de toute manière correspondent à un haut standard de production, si tu veux, un haut standard de qualité de production. Tu comprends? C'est de la petite photo comme ça, voilà. En général, si c'est la photo où il y a nécessité d'une très grande qualité, en général, c'est des photos la nécessité de faire des photos, c'est faire sentir vraiment en amont. Hein, faut pas rêver. Bon, enfin, de toute façon, encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que du JPEG fin, compte tenu de la résolution des capteurs d'aujourd'hui, si ton boîtier est correctement réglé, de toute façon, ça veut donc dire que tu auras des images correctement exposées ou à peu près correctement exposées à un diaph près. Et à un diaph près, tu les retouches sans problème au format JPEG. Alors aussi, en température de couleur, soit que je me mets en température de couleur, en balance des blancs auto, mais à partir du moment où je suis en extérieur, je me mets en lumière du jour. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien parce que tu vois, par exemple, si tu photographies par exemple des gens qui sont par exemple dans leur dos il y a beaucoup de végétation, comme c'est le cas ici, eh bien le vert de la végétation, le boîtier va les interpréter comme étant une dominante colorée parasite. C'est-à-dire il va penser lui qu'il y avait une source des spots de couleur verte, tu vois, qui éclairaient la scène, et donc lui il va chercher à compenser. C'est pour ça que quand tu fais des photos, par exemple, je sais pas, dans la nature, justement, dans des parcs, tu remarqueras que le vert, c'est un vert beaucoup plus froid que le vert que tu as pu observer. Eh bien, c'est parce que ton boîtier a cherché à compenser ce vert. Par contre, si tu te mets en lumière du jour, là, tu n'auras pas cet inconvénient. Après, en paramètres de prise de vue, je me mets en mode rafale médium. Parce qu'aujourd'hui, sur la plupart des boîtiers, bon, tu as le mode vue par vue, puis tu as le mode rafale. Mais au sein même du mode rafale, en général, tu as le choix entre trois types de cadence de rafale. Le mode, donc sur mon boîtier, j'ai le mode low, c'est-à-dire bas, le mode médium et le mode high, c'est-à-dire haute fréquence de déclenchement. La fréquence maximale de déclenchement que propose ce boîtier en mode rafale. Bon, le mode médium en général c'est du 4 images secondes. Moi je trouve que c'est adapté dans la plupart des cas. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'être photographe, c'est pas simplement un boîtier à appuyer sur un bouton, c'est aussi bien sûr savoir cadrer, savoir régler son boîtier, mais aussi savoir déterminer le moment opportun sur lequel, à laquelle on appuie sur le déclencheur. Ce que certains ont appelé l'instant décisif. Donc moi, même en mode sportif, je suis en mode médium, voilà, et je trouve que ça suffit largement. Parce qu'il ne faut pas oublier, là encore une fois, que dans le cadre d'un reportage, d'ailleurs quel que soit le type de prise de vue, le goulet d'étranglement se situe au niveau du post-traitement. Donc si tu te mets en mode de rafale haute fréquence, high, le mode high, eh bien tu risques de te dire, bon bah c'est pas grave si j'ai pas trop le temps de composer mes images, parce que de toute façon, étant en mode rafale, eh bien je rafale justement, et puis à la maison je ferai le tri. Ouais d'accord, mais seulement avec un état d'esprit comme ça, eh bien c'est comme ça que tu te retrouves à devoir post-traiter, à devoir trier plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'images. Bon, plusieurs milliers, je pense surtout par exemple dans le cadre de la photo sportive par exemple, où si tu fais des reportages sportifs, alors, par exemple, c'est très fréquent de faire 4, 5, voire 6 matchs, couvrir 6 matchs 6 événements sportifs si tu veux, et c'est comme ça que si tu rafales en permanence, eh bien le dimanche soir tu te retrouves avec 5-6 000 images que tu dois commencer à retraiter dès le lendemain. Alors le lundi
c'est un peu dur, quoi. Donc c'est pour ça que moi je me méfie du mode rafale. Il en faut hein, de la rafale, mais moi je suis pas d'accord, par exemple, avec le discours, encore une fois, diffusé sur la presse photo française, qui cherche en permanence à, si tu veux, qui cherche à coller l'étiquette adaptée ou non à la photo sportive, dans le cadre où le boîtier fait 8 ou 9 images secondes. Moi je suis pas du tout de cet avis-là. Moi, tu vois, si même je pouvais me mettre en vue par vue, je travaillerais en vue par vue, parce que comme ça, j'aurais beaucoup moins, ça me forcerait à réfléchir d'autant mieux au déclenchement, et du coup, ça me ferait gagner énormément de temps au post-traitement. Et donc, je libérerais du temps pour faire autre chose, ou alors je raccourcirais significativement mon temps de post-traitement. Et j'allais dire, tout le monde s'en trouverait plus satisfait. Hein. Donc, se méfier des modes rafale. Et c'est pour ça que je trouve que le mode médium est très approprié. Alors après, en ce qui concerne la mise au point, bon bah là pour le coup ça ne change pas. Moi dans tous les cas de figure, j'utilise toujours le collimateur central parce que c'est le plus précis en fait. Donc j'allais dire là, dans un cadre de reportage express, eh bien comme je ne sais pas, je ne peux pas savoir à l'avance quelles vont être les conditions, eh bien de toute façon le collimateur central c'est de toute façon le collimateur d'autofocus le plus efficace, le plus réactif. Donc de toute façon en étant en collimateur central, je sais que je risque pas de faire d'erreur. Alors après aussi l'autre petit réglage que je fais, je choisis toujours d'implémenter une compensation d'exposition de à peu près 2/3 de diaph, voire un diaph complet. Alors la compensation d'exposition, c'est en fait une façon de dire à mon appareil photo, tout à l'heure je te disais que par exemple en mode P, le boîtier va déterminer un temps de pause, enfin un triangle d'exposition, et bien avec la compensation d'exposition, je lui dis par exemple, eh bien ce triangle d'expo que tu as trouvé, c'est-à-dire la valeur ISO, l'ouverture ainsi que le temps de pause, eh bien tu vas implémenter un facteur pour le surexposer légèrement dans le cadre d'une compensation d'exposition positive bien sûr. Maintenant si tu veux appliquer, encore une fois peut-être que suivant le contexte ça sera approprié, une compensation d'exposition négative, c'est-à-dire tu lui dis de sous-exposer d'un tiers, de 2/3 de diaph, et bien là, c'est-à-dire que tu lui dis, ben voilà, par rapport au temps de pause, à la valeur d'ouverture et à la valeur ISO que tu trouves, tu me minores ce triangle d'exposition de, admettons, 1/3 de diaphragme. Et obtenir des images légèrement plus sombres que ce que le boîtier aurait cru approprié. Tu vois. Et encore une fois, donc dans le cadre d'une surexposition, eh bien, je lui dis que par rapport à la manière d'exposer une scène, je lui dis de la rendre légèrement plus claire que ce que lui, il aurait pensé approprié de faire. Voilà, ça sert à ça, une compensation d'exposition. Alors pourquoi une compensation d'exposition ? Parce qu'il faut toujours se méfier énormément du rendu de ton écran LCD. Bien souvent, les photos sont toujours beaucoup plus flatteurs sur l'écran LCD que ce que ça ne paraîtra sur ton écran d'ordinateur. Et bien souvent, l'écran LCD a un rendu beaucoup plus clair. Alors là aussi, encore une fois, quand tu connais bien ton matériel, tu peux, dans les préférences du boîtier, régler comment dirais-je, la luminance en fait l'éclairage de ton écran LCD. Hein. Moi, même en ayant appliqué une correction, c'est-à-dire une correction négative d'une valeur de diaph, eh bien, je trouve que c'est encore que ça me semble plus clair ce que j'ai à l'écran que ce que j'ai sur mon écran, sachant qu'évidemment mon écran d'ordinateur il est étalonné. Hein. Donc c'est pour ça qu'en général j'applique une petite surexposition. Bon, encore une fois, ce qu'il faut savoir, quoi qu'il en soit, c'est que dans un fichier JPEG, tu peux facilement corriger sans trop détériorer le fichier JPEG d'une valeur de diaph. Hein. Une valeur de diaph, une valeur et demie peut se corriger sans problème dans un fichier JPEG. Mais encore une fois, en appliquant
une correction d'exposition de 2 tiers, voire un diaph complet. En général, je suis bon, alors un chouï après. Hein. Voilà. Alors après, en dernier lieu, justement, maintenant qu'on a vu les réglages du boîtier, le mode de déclenchement, etc. Après, il y a d'autres petits réglages qui sont utiles. Bon, moi, l'alerte des surexpositions est toujours activée. Alors, l'alerte surexposition, eh bien, c'est que ton boîtier t'indique les zones surexposées par un clignotement rouge. C'est-à-dire les zones surexposées dans ton image vont apparaître sur ton écran LCD en clignotant. Par exemple, s'il y a le ciel qui est surexposé, eh bien, la zone correspondant au ciel va clignoter en rouge. Et donc, bien sûr, si tu as sur ton écran LCD une grosse partie de ton image qui clignote en rouge, eh bien, ça veut dire que la majeure partie de ta photo est surexposée. Et donc, ça signifie donc que eh bien, tu vas devoir adapter tes réglages. Alors d'ailleurs, ça peut être simplement en appliquant une correction d'exposition, hein, ou en jouant sur les différentes molettes. Alors justement, en parlant de rendu écran et d'être vigilant sur les zones sous-ex ou sur-ex de ton image, eh bien c'est là que va intervenir le viewfinder. Là aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Eh bien, parce que là, quand je regarde avec mon viewfinder mon écran LCD, eh bien là, il y a vraiment un côté immersif et la perception que j'ai de ma photo, elle n'est pas polluée par la lumière ambiante. Hein. Et je vois vraiment ce qui se passe correctement sur ma photo avec un viewfinder. Donc pour moi, ça c'est l'accessoire dont je ne me sépare jamais. Alors également, ce qui est intéressant, c'est que les réglages que je t'ai présentés, tu peux bien sûr les associer à un mode programme personnel. Tu sais, les fameux U1, U2, U3, U4, U5 hein, que tu as là sur la molette ici de réglage là, des programmes de prise de vue. Eh bien, ces modes de programme te permettent de mémoriser tes réglages, enfin des réglages donnés à l'instant T, et de pouvoir les rappeler sur demande. Donc, par exemple, ces réglages, eh bien, je les ai implémentés dans l'un des programmes personnels. Et donc, tu vois, dans le cadre d'un reportage express, en réalité, je ne prendrai même pas la peine de régler tous les paramètres, enfin de réimplémenter tous les paramètres que je t'ai indiqués. Je prends simplement mon sac, mon flash, mon viewfinder, mon boîtier, mon objectif 24-70. Et après, sur le terrain, hop, je bascule sur le mode programme personnel qui me permet de rappeler tous les réglages que je t'ai cités, hein, et sans en oublier aucun. Et comme ça, je suis opérationnel immédiatement. Donc c'est pour ça que c'est important de définir, enfin de prendre le temps de définir un petit peu ces codes de triche pour un reportage express. Et puis surtout de les mémoriser dans un mode programme. Parce que comme ça, une fois que c'est défini, eh bien tu sais que tu n'as pas de risque d'oubli, il n'y a pas de risque dans le feu de l'action, dans le stress ou dans l'excitation de l'action, c'est comme tu veux, eh bien tu oublies un paramètre qui compromette en fait ton reportage. Tu sais que tu as collé ça dans un programme et ben à l'instant T, sur demande, hop, tu bascules dans le mode programme qui va bien. Et puis sachant que c'est pas possible. Une fois que tu as rappelé le mode programme, bien sûr, après tu peux continuer à jouer hein, sur les réglages. Hein. Je pense principalement au mode, aux valeurs ouverture, aux valeurs d'ouverture et aux valeurs de temps de pause. Ça t'empêche pas de continuer à jouer dessus. Hein. Donc moi j'ai fait ça. Comme ça, je vais pas me poser de questions. Si tu veux, la solution que j'ai trouvée pour parer au reportage express, eh bien, c'est calé une fois pour toutes. Enfin, c'est calé, c'est évolutif, hein, ça peut être évolutif. Hein, mais en gros, depuis le temps, j'ai trouvé mes codes de triche qui me correspondent. C'est collé dans un mode programme. Et puis, comme ça, je suis sûr de ne rien oublier, de pas faire un mauvais réglage. Et vas-y donc, quoi.
Donc ça c'est vraiment quelque chose que je te recommande, hein, d'utiliser les modes programme. À tous les coups, ça va à un moment ou à un autre, t'inquiète pas, ça va amener de l'huile dans les rouages. À un moment donné ou à un autre, ça te sauvera la vie. Alors tout à l'heure, je t'ai dit que j'utilisais un flash, enfin j'emporte avec moi un flash, parce qu'effectivement un flash pour moi c'est indispensable, parce que ça va te permettre de disposer d'une source additive de lumière, hein, et parfois suivant le contexte, c'est tout simplement indispensable. Même si parfois ça peut sembler pas indispensable, d'avoir un flash va te permettre de faire des portraits, des photos où les visages de tes sujets comment dirais-je, n'auront pas d'ombre disgracieuse, hein. C'est-à-dire que les arcades sourcilières, voilà, ça sera débouché, pareil en dessous du nez, pareil en dessous le cou, etc. Donc ça va corriger ça va déboucher les ombres, comme on dit, et c'est indispensable. Après, bien sûr, encore une fois, dans tout ce qui est salle de mairie, pour moi c'est indispensable. Alors toujours l'orienter vers le plafond, hein. Bon, ce qu'il faut, en gros, en express, là, en 2 secondes, hein, si tu veux te servir d'un flash, faut te dire que ça, en gros, faut jamais le faire. Un flash, c'est toujours soit comme ça, soit comme ça. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc à partir de là, tu as tout compris. Donc moi, je suis toujours comme ça. Bon, le diffuseur me permet encore une fois d'avoir une lumière moins dure, hein, et donc de ne pas produire des ombres. Par exemple, si tu photographies quelqu'un qui est qui est juste placé devant un mur, eh bien, si j'ai pas de diffuseur, ça va faire une ombre portée marquée, hein, alors qu'avec un diffuseur, ça va quand même atténuer. Donc c'est pour ça, c'est un truc tout bête, mais c'est indispensable le diffuseur. Donc voilà, tu vois, c'est une configuration minimale, mode P, ISO automatique, une petite compensation d'exposition. Je travaille en JPEG, mode rafale low, high, pardon, je vais y arriver, médium. Donc mode de rafale médium, mesure de lumière matricielle, c'est-à-dire qui prend en compte toute la scène, ISO automatique, et puis voilà, je suis parti. Et là, comme ça, le but du jeu, c'est que j'obtienne des images correctement exposées. Peut-être que les images qui vont être produites, au cas où je ne ferai pas suffisamment attention au rendu écran, vont être légèrement sous-ex ou légèrement sur-ex, mais là j'ai un filet de sécurité qui va me permettre de post-traiter facilement, efficacement, rapidement mes images, donc de les livrer rapidement, donc le client sera content, et donc moi je peux aussi très rapidement passer à autre chose, parce que c'est aussi ça, hein, de ne pas se laisser polluer par des trucs express qui n'étaient pas prévus puis qui t'empêchent de faire ce que tu veux. Écoute, voilà pour mes codes de triche. Écoute, toi vas-y, partage tes codes de triche en commentaire. Comme ça enrichira le truc. La communauté sera d'autant plus satisfaite qu'il y a chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Écoute, nous on se dit à une prochaine. Bien le bonjour chez toi, et puis comme d'habitude, hein, reste curieux, fais de belles photos. Allez, salut, à bientôt.